le meuble, l'écritoire. Il savait que Claudel avait écrit là, qu'il y avait travaillé ses scènes, qu'il avait parlé, joué même avec Jean-Louis Barrault à quatre pattes comme un enfant autour de ce mobilier. Le bureau était là, qui attendait. Il songea à Renée, la fille de Claudel, qu'il avait rencontrée autrefois à la suite d'une de ses précédentes lectures. Elle avait presque 100 ans et elle lui avait dit « Votre énergie, votre autorité, vous me faites penser à mon père quand il était jeune. » Il lui avait répondu maladroitement peut-être que c'était sans doute parce qu'il était lui aussi champenois et qu'il avait lui aussi sans doute les yeux bleus. Puis, Dieu sait pourquoi, elle lui avait raconté la mort du poète. Un grand bruit, Paul assis à son bureau, écrivant, et soudain en plein travail, sa tête heurta le bois comme un dernier coup de théâtre. Alors comment dormir cette nuit-là ? Il sentit tout à coup comme un souffle, une indication, quelque chose de très léger comme dans le théâtre No, un déplacement d'air, un point dans l'espace et qui insistait. Le bureau. Il se leva comme hypnotisé. Son esprit résista d'abord par respect, par peur, puis en un instant, il fut devant le meuble. Il ouvrit un tiroir, puis un autre, geste absurde, inconvenant, presque honteux. Oui, pensa-t-il, mais geste d'enfant. Et puis, ce n'était pas une fouille, c'était une obéissance. Des papiers, des objets, des traces sans secret, et puis, presque rien. Un léger défaut dans le bois. Une plaque intérieure à peine visible. Il s'arrêta, son cœur de peur ou d'excitation battait fort dans sa poitrine. Il aurait pu refermer, essayer de dormir, ne rien trouver, ne rien savoir. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Alors il glissa à nouveau la main, força légèrement, et la plaque céda. Un espace étroit, sec, préservé, et dedans, une enveloppe, jaunie, fermée, sans mention. Il ne l'ouvrit pas tout de suite, il reste assis, là, la lettre dans la main. Comme si le geste devait encore mûrir. Puis, lentement, il l'ouvre. Et ce qu'il découvrit cette nuit-là devait déterminer son intervention du lendemain. La journée qui suivit se déroula lentement. Il assistait comme absent aux lectures et à une conférence d'un universitaire, et en fin d'après-midi, il relut son texte une dernière fois, attendant avec une fébrilité contenue le moment d'entrer. On avait dressé les chaises face à la grange, rien d'ostentatoire, sur le parquet une table, une carafe d'eau, un projecteur déjà allumé, comme pour anticiper la nuit. Dans l'air, une attente paisible, presque docile. Le programme indiquait lecture-conférence autour du génie claudélien. Et sous le titre, ajouté à la hâte par lui, au dernier moment, le marteau et la plume. Son nom, à lui, circulait sans éclat particulier. Certains se souvenaient vaguement qu'il avait été acteur, autrefois, et qu'on ne disait pas, ce qu'on ne disait pas, c'est qu'il avait disparu. Ce n'était pas le théâtre qu'il avait quitté, c'était lui qui s'en était retiré. Quelque chose dans ce jeu des formes et des mots tournait à vide. Alors, il était parti. Non pour écrire, pas encore, mais pour se défaire. Ce n'est qu'au bout de quelques années, au contact de la terre et des arbres, des bêtes et des saisons, de ce qui ne parle pas avec des mots, que quelque chose était revenu. Pas le théâtre, non. La nécessité. Bientôt, la salle fut pleine. Des habitués, des curieux, des visages du théâtre et de la poésie, et même des journalistes. Lui, il avait accepté de revenir pour parler, transmettre, reprendre place, mais sans jouer. Quand il entra, les conversations s'arrêtèrent net. On le présenta brièvement, il s'assit, ouvrit son manuscrit, puis, regardant le public, il dit « Elle est là, avant lui. Toujours. Avant les mots. Avant Dieu. Avant même le regard. Elle est dans la terre. » Il y eut un léger flottement. Certains crurent à une image, et la lecture avançait,
Au début, tout semblait conforme, une langue rythmée avec des échos reconnaissables. Il citait Paul, sa jeunesse, ses lectures, ses élans. L'enfance surgissait, Villeneuve-sur-Fer, en Tardenois, les pierres de la hauteur du diable, et deux silhouettes dans un paysage trop vaste pour eux. Puis il dit, elle prend la boue et la serre comme une promesse. Elle ne demande pas la permission. Elle ne demande rien. Et il osa enfin prononcer son nom, pas comme une référence, pas comme une figure secondaire, non, comme une irruption. Camille. Quelques têtes se relevèrent. Lui lisait sans emphase, presque froidement, comme si le texte n'avait plus besoin de lui, et le texte, lui, avançait inexorablement. Mais déjà la lumière n'était plus tout à fait la même. Là où on attendait un souvenir, il y avait une tension. Il parla beaucoup de la sculpture, comme d'un combat avec ce qui résiste, ce qui ne cède pas. Il parla même brièvement de son propre retrait, de ce qu'il appelle une mise à l'écart volontaire. Il y a, dit-il, une différence entre se retirer et être retiré. Mais le corps, lui, ne fait pas toujours la différence. Puis il osa évoquer Rodin, la passion, la création, enfin la rupture. Dans le public, un trouble, on échange des regards, certains comprennent, d'autres résistent encore, cherchant à ramener ce qu'ils entendaient dans le cadre prévu. Une variation, une interprétation, un hommage, peut-être audacieux, mais le texte continuait de creuser. On l'enferme. Non pas parce qu'elle délire, mais parce qu'elle voit. Cette fois, le silence changea de nature. Il n'était plus attentif, il devenait lourd. Quelqu'un au premier rang toussa, remua, puis s'éloigna loin du public et de la scène. Un organisateur, peut-être. Il cite Camille. Ma maison est transformée en forteresse. Des chaînes, des machicoulis, des pièges à loups derrière toutes les portes témoignent du peu de confiance que j'ai dans l'humanité. Se défendre contre le monde, c'est déjà être assiégé. Il enchaîne avec Paul. À Paris, Camille, folle, les papiers des murs arrachés à longs lambeaux, parlant d'une voix monotone et métallique. On perçoit le léger malaise qui traverse la salle. Et lui poursuit son propos et parle de la destruction des œuvres, du feu, du geste qui pulvérise ce qui a été fait. Il cite encore avoir brisé tous ses modèles en plâtre, brûlé tout ce qu'elle pouvait pour se venger de ses ennemis. Puis il s'interrompt, quelque chose dans sa propre phrase ne passe plus. Il tente de reprendre, de commenter, de relier, mais la voix ne suit pas. L'atelier, dit-il, l'atelier n'est pas un lieu. L'atelier, c'est... Il regarde ses mains, comme si elles ne lui appartenaient plus tout à fait. Quand on vous retire cela, quand on vous retire la matière, qu'est-ce qu'il reste ? Lui pense à son propre retrait, à toutes ces années en forêt, à ses mains dans l'écorce, à ce qu'il a sauvé en se taisant. Moi, j'ai choisi de me taire. Et malgré lui, il lâche. Elle, non. Non. Non, on l'a fait taire. Et brusquement, il dit comme il entend. Tu dis elle, là tu peux dire tu. Tu peux. La salle se fige. Tu parles de matière. Tu sais ce que c'est, toi ? Tu as le droit de partir. Moi, on m'a prise, enlevée, jetée brutalement dans une voiture, enfermée dans une maison de fous. Tu entends ? Tu sais lire ? Ça fait 5 ans, 6 que je subis cet affreux martyre, enfermé comme une criminelle. Tu entends les mots ? Ou tu fais comme lui ? Regardez-moi. Regardez-moi enfin.
Je ne suis pas votre honte. Je ne suis pas votre erreur. Je ne suis pas votre silence. Je suis ce que vous avez refusé. Une femme qui crée sans demander la permission, sans demander pardon. Lui, Paul, il est venu, et 12 fois, en 30 ans. Tu sais lire? C'est bien la peine de travailler pour finir ici. Tu parles d'art, tu parles de retrait, tu parles de silence. Moi, je te parle de faim. Moi, je te parle de froid. Et après, personne. Personne, tu m'entends, pour me voir partir. Personne. Pour me nommer. Vous avez cru que la terre me ferait taire. Mais la terre, je la connais mieux que vous. C'est avec elle que je parle. C'est avec elle que je reviens. Tu comprends? Tu comprends maintenant? Alors il est debout, vidé, traversé, et il lève les yeux comme s'il découvrait tous ces visages qui attendaient là quelque chose devant lui. Et presque mécaniquement, il porte la main à sa poche. L'enveloppe, il la sort. Et il dit, s'adressant au public, comme à la famille, je vous demande pardon. Cette nuit, dans le bureau de Paul Claudel, j'ai trouvé cette dernière lettre adressée à la sœur. En fait, il lui a répondu. Je vais vous la lire. Ma chère Camille, il m'a fallu des années pour oser te dire ce que je n'ai jamais su écrire, même dans les heures où je te savais enfermé et où ma conscience ne trouvait plus de repos. J'ai parlé de Dieu, j'ai parlé du monde, mais je ne t'ai pas parlé à toi. Je me souviens de Villeneuve-sur-Fer comme d'un pays intérieur, plus vrai peut-être que tous ceux que j'ai parcourus depuis. La hauteur du diable, tu te rappelles? Ces pierres jetées là comme une colère pétrifiée, où nous allions chercher quelque chose que nous ne comprenions pas encore. Toi, déjà, tu voyais dans la matière une âme captive. Moi, je cherchais ailleurs. Et cet arbre, le mien, où je montais avec peut-être déjà Rimbaud dans la tête, croyant fuir le monde et déjà m'enivrant d'un absolu que je ne savais pas nommer. Tu étais plus proche de la vérité que moi, Camille. Car tu restais dans la terre, dans le poids, dans la forme, quand je n'étais qu'un fugitif. Pourquoi me suis-je éloigné de toi? Ce n'est pas la folie que j'ai fui, comme on l'a dit, car je sais aujourd'hui que ta solitude fut faite aussi de notre lâcheté. Ce que j'ai fui, c'est ce miroir terrible que tu me tendais. Tu me rappelais ce que j'avais été et ce que j'avais renoncé à être. Je t'ai abandonné au nom de Dieu. Voilà la vérité nue, et elle me brûle encore. J'ai cru qu'il fallait choisir, lui ou toi. Je n'ai pas compris que c'était peut-être dans ton œuvre, dans ton feu, qu'il m'attendait aussi. Je t'écris sans savoir si cette lettre doit te parvenir, ni même si j'ai le droit de te parler encore, autrement que dans le silence où je t'ai laissé. Pardonne-moi si tu peux. Je ne te demande pas de comprendre, seulement de recevoir ces mots comme un aveu tardif, arraché à mon orgueil et à ma peur. Ton frère, Paul.
Alors, il n'y eut pas d'applaudissements. Pas tout de suite. Les gens se tenaient là, devant l'acteur qui tient la lettre. Mais ce n'est plus un texte. C'est un objet. Celle-là qu'on n'attendait pas et qui attend. Lui, il ne regarde pas le public. Quelque chose vient de se refermer en lui. Dans les rangs, personne ne sait quoi faire de ce qui vient d'avoir eu lieu. Il y a là des acteurs, des lecteurs, les habitués, les amateurs, les donateurs, tous ces corps alignés. Les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées les uns derrière les autres, regardant. Et puis tous ceux qui ne sont pas nommés, ceux pour qui il n'y a jamais eu de place assignée, les absents. Dans ce lieu qu'on nomme théâtre, les vivants et les morts parlent ensemble. Confusément, le public sait que ce qui s'est passé n'était pas prévu, que cela ne pourra pas être répété. Et sur scène, lui, c'est bien que rien ne sera rendu, que rien ne pourra être remis à sa place. Le théâtre, ce soir, n'a pas représenté, non, il a eu lieu. Je lève enfin les yeux. Je ne joue plus. Je cherche. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'elle n'a pas 17 enveloppes, comme les oignons?